Lydia, bonsoir. En fait, c'est une question de confiance. Nous sommes ici à la COP qui peut ressembler des fois à un cirque ou une kermesse dans une négociation très sérieuse, une négociation multilatérale intergouvernementale. Quand des États s'engagent librement à prendre des engagements, dans ce cas 100 milliards de dollars, il y a 10 ans, et que l'OCDE nous dit qu'après 11 ans, nous serions à 79,6 milliards, cela mine la confiance. C'est une question de principe. L'Afrique n'est pas ici pour demander l'aumône ou la charité. Des États ont pris un engagement et aujourd'hui cet engagement n'est pas là. Oui, c'est ce Donc que c'est vous une dites, question de hein, principe. que la finance climat, ce n'est absolument pas de l'aide, mais une responsabilité, un engagement juridique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion? Effectivement, je vais prendre un exemple très simple. À Paris, justement, j'étais négociateur en chef non seulement pour l'Afrique, mais pour l'ensemble des pays en développement, donc couvrait des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Chine, donc des pays qui ne reçoivent pas de l'aide. Et ces pays sont très attentifs sur les termes que vous employez. Et donc, ils n'aiment pas qu'on emploie le terme de donateur, de pays donateur, mais de pays contributeur, parce que pour eux, la finance climat, c'est un engagement financier qui répond à une responsabilité historique des pays développés. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas de la solidarité. Donc, les mots ont une importance dans ce type de négociation. Donc, c'est ce que nous attendions. Mais rien n'est C'est-à-dire encore joué, 100 milliards évidemment. avec... Hein. Oui, oui. Il y a Rien encore, n'est encore voilà, joué, il y a encore mais quelques jours de COP. les chefs d'État sont partis. C'est-à-dire qu'on rentre dans une négociation d'experts et ensuite dans une négociation ministérielle. Mais nous avions pensé que les chefs d'État qui étaient présents, le président Biden était là, tous les chefs d'État du G7 étaient là. Nous avions pensé que cet engagement allait être tenu. Nous savions que des bilatérales se tenaient entre pays développés. 20 milliards de dollars, c'est un montant relativement modeste vis-à-vis, par exemple, des milliers de milliards de dollars. 13 000 milliards de dollars ont été investis dans les économies des pays développés pour faire face au Covid. 20 milliards de dollars, c'est quand même relativement une somme modeste. 20 milliards de dollars est une somme modeste, mais le négociateur en chef du groupe Afrique nous a dit hier qu'il faudrait 1300 milliards de dollars par an pour que les pays en voie de développement puissent atteindre leurs objectifs. Mais comment ce chiffre est-il estimé concrètement? En 2015, déjà, sur les 55 pays africains, 54 avaient soumis leur fameuse contribution nationale pour le climat, c'est-à-dire leur stratégie de lutte contre les changements climatiques. Ah. Excusez-moi. On l'a toujours, oui, on vous a toujours, vous pouvez continuer. Je vous disais qu'en 2015, les 54 pays africains avaient déjà soumis leurs contributions pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons agrégé ces montants, c'est à peu près 3 000 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin à l'horizon 2030. Donc en gros, quand on sait que l'Afrique reçoit un tiers des financements climat, donc à 1300 milliards, vous avez un tiers qui revient à l'Afrique, vous êtes environ à ces 300 milliards de dollars par an dont l'Afrique a besoin pour mettre en œuvre ses actions de lutte contre les changements climatiques. Vous qui avez cette mémoire institutionnelle, on peut le dire, vous êtes présent au COP depuis 2011, depuis Durban. Est-ce que vous constatez des évolutions dans les décisions, dans les rapports Nord-Sud, dans l'organisation aussi peut-être des COP? Certainement. Prenons 3 faits. Depuis 2015, il y a une prise de conscience qui est intégrale, qui est mondiale, que ce soit portée par les organisations de la société civile et de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse mondiale, mais même de la jeunesse africaine et des sociétés civiles africaines, par les villes et les collectivités. À la base, nous travaillons par exemple beaucoup aujourd'hui dans le groupe africain avec les 16 000 collectivités et villes d'Afrique, le secteur privé au niveau international. Vous avez dans la trajectoire des émissions, en 2015 à Paris, on ne le dit pas souvent, à Paris, nous avions une trajectoire de 4 degrés. Le monde allait vers une augmentation de 4 degrés. Entre Paris 2015, aujourd'hui 2021, nous sommes à 2,5 degrés. Donc nous ne sommes toujours pas à 1,5, mais en 7 ans, il y a quand même un fléchissement qui est assez important.
Et les États-Unis de Biden, est-ce que ça change tout en matière d'implication climat des différents pays? Totalement. Les États-Unis, qu'on le veuille ou non, ont un rôle central non seulement dans les négociations climatiques, mais au niveau mondial. Les annonces que vous avez entendues ces derniers jours, ces dernières 48 heures, de l'Inde, du Brésil et notamment la neutralité carbone en Inde, le président américain s'est engagé. Vous avez aussi une réalité économique. Aujourd'hui, l'homme le plus riche, Elon Musk, vend des véhicules électriques. Il y a 5 ans, 10 ans, ça aurait été inimaginable. Tesla pèse 1000 milliards de dollars. Donc, il y a une réalité également économique derrière. Et vous avez tous les grands philanthropes, justement, américains qui sont là. Bill Gates est là, Bezos est là. Et chacun regarde également des modèles économiques se positionner sur les nouvelles solutions, notamment l'hydrogène décarboné, pour faire face à cette crise. Donc, il y a également un rationnel économique et pas seulement de l'environnement et de la protection de la planète. Il y a des nouveaux modèles économiques sur lesquels beaucoup de profits peuvent se faire. Alors, l'Afrique, continent le moins pollueur avec moins de 4% d'émissions de CO2 et pourtant celui qui subit le plus les effets du dérèglement climatique. On l'a suffisamment répété lors des différentes COP avec le principe de pollueur-payeur. Alors, on avait l'exemple du fleuve Congo depuis 7 ans. C'est un phénomène d'érosion fluviale qui grignote la superficie de l'île Mambou, île qui joue le rôle de barrière naturelle de protection de sa rive droite où se trouve Brazzaville. La montée des eaux, c'est l'un des dangers qui guettent l'Afrique et le monde entier, les zones côtières et les îles menacées de disparition. Qu'est-ce qui peut inverser cette tendance? On avait un sujet à vous montrer, mais on n'a malheureusement pas le temps de vous montrer. L'action. Il n'y a aucune autre réaction, enfin il n'y a aucune autre réaction véritablement que l'action. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez parlé du bassin du Congo. Depuis 2015-2016, les chefs d'État africains sont mobilisés. L'Union africaine a désigné, a mandaté un chef d'État par rapport à un certain nombre de questions sur l'adaptation de l'agriculture, sur les énergies renouvelables, sur le Sahel, le bassin du Congo et les États insulaires. Donc sur le bassin du Congo, le président Denis Sassou Nguesso et le président de la commission climat pour le bassin et également travaille sur un instrument financier spécifique, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui a déjà identifié plus de 250 projets, 24 programmes pour un montant total de 10 milliards de dollars et des programmes qui regardent l'érosion, qui regardent l'économie des mangroves, l'hydroélectricité, l'eau, assainissement, un portefeuille de projets qui est là et qui est en train maintenant de travailler à la mobilisation des ressources. Donc il faut de la volonté politique, de l'action, mais il faut des ressources financières adéquats pour mettre en œuvre tout ça. C'est bien compris. Merci Séni Nafo. Je rappelle que vous êtes ambassadeur malien pour le climat et porte-parole du groupe africain des négociateurs depuis 2011. Et tout de suite